merci à la FEF pour son invitation et merci au modérateur pour le choix du sujet qui est un petit peu un exercice de style pour moi. Alors le traitement curatif non chirurgical du CHC, donc les objectifs pédagogiques rapidement, c'est bien entendu connaître les indications et les différentes techniques et avoir une idée des principaux algorithmes que l'on utilise en tout cas dans les pays de l'Ouest. Alors pourquoi c'est un exercice de style? Parce qu'a priori je pense ne pas avoir de conflit d'intérêt dans la mesure où je ne suis ni chirurgien ni radiologue mais hépato-gastro-entérologue et que l'essentiel de mon activité est de faire des traitements de chimiothérapie et de thérapie ciblée. Alors si on va dans le cœur du sujet, donc pour commencer un cas clinique, donc le cas d'un homme de 57 ans qui a été vu maintenant il y a un peu plus de 2 ans, un patient qui avait une hépatite C de génotype 1 avec un premier échec d'un traitement classique à base d'interférons, un patient qui avait fait des sevrages mais qui avait repris de l'alcool de manière itérative et qui quand même se faisait suivre et on dépiste donc cette tumeur qui est typique avec un nodule qui a toutes les caractéristiques d'un carcinome hépatocellulaire hyperavasculaire avec un washout au temps portal et qui mesure environ 13 mm au niveau du foie droit. Alors première question, donc vous savez, nous en tout cas à Montpellier on va discuter l'essentiel des cas des patients avec un carcinome hépatocellulaire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc pour voter rapidement, quels sont les éléments qui vous semblent importants pour la prise de décision chez ce patient? Donc, qui pense que l'état général OMS est important? Parfait. Le taux d'alpha-photoprotéine? Parfait, toujours. L'évaluation de la fonction hépatique, le score de Child, le score de MELD, qui sont les principaux scores? Parfait. La présence ou non d'une atteinte veineuse portale? Et enfin, la présence ou non d'une hypertension portale avec soit la présence de varices œsophagiennes ou même la mesure d'un gradient porto-cave. Alors je sais, ça paraît un peu trivial, mais c'est important de le dire. Tous ces éléments sont importants dans la checklist et on doit avoir ça dans la discussion entre médecins, radiologues et chirurgiens. Et c'est vrai que la plupart du temps, on va se conformer à l'algorithme de Barcelone qui n'est pas parfait, mais qui a l'avantage en fait de bien souligner l'importance de la prise en charge à la fois de la maladie tumorale, mais aussi de la pathologie hépatique sous-jacente et des comorbidités. Et donc vous voyez tout de suite que les traitements qui sont dits curatifs concernent en fait des patients qui ont une maladie qui est à un stade précoce, c'est-à-dire soit un stade précoce, soit un stade très précoce avec des nodules de petite taille en faible nombre. Et pour ces patients-là, on va pouvoir discuter donc soit une chirurgie, soit un projet de transplantation, soit un projet de radiologie interventionnelle par thermoablation. Alors concernant ce patient, donc ce patient a un état général c'est toujours difficile l'OMS, c'est d'ailleurs une des critiques de la classification PCLC, on va dire 0,1, on va dire 0,5. C'est quand même un patient qui est alcoolotabagique, qui est un petit peu avec une pathologie bronchopulmonaire, qui, comme il fume, en fait, a aussi une atteinte artérielle, qui est sous antiagrégants plaquettaires. Le taux d'alpha-photoprotéine est normal, la fonction hépatique est bonne. Il n'y a pas, bien entendu, de thrombose veineuse portale chez ce patient, ni cruorique, ni tumorale. Mais il y a quand même des signes d'hypertension portale avec... À Montpellier, on va régulièrement faire le gradient porto-cave, donc avec un gradient porto-cave qui est élevé, et des plaquettes qui sont abaissées. Et donc, au final, la décision de traitement a été celle de réaliser au mois de mars une radiofréquence. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans le déroulé de la classification BLCC. On se retrouve vraiment dans un stade qui est très précoce, avec une tumeur qui fait moins de 2 cm, mais rapidement, vous voyez que la chirurgie va être exclue de la discussion si on a des patients avec des comorbidités ou de l'hypertension portale, et on va plutôt discuter donc, des traitements à visée curative, mais qui ne sont pas chirurgicaux, comme la thermoablation et la plus connue est la radiofréquence. Donc ce patient a été radiofréquencé, bien entendu, après il est suivi. Comme c'est un patient qui reste jeune, on le motive parce que s'il y a récidive, on commence à parler de projet de greffe, donc on arrive à obtenir un sevrage de la consommation alcoolique. Le suivi de l'alpha-photoprotéine est toujours rassurant, mais vous voyez en fait finalement sur la cicatrice de radiofréquence, on a une cicatrice qui est d'assez petite taille et puis on a surtout à peu près 10 mois après l'apparition
d'un nouveau nodule à la périphérie qui a aussi toutes les caractéristiques d'un carcinome hépatocellulaire hypervasculaire avec un washout et qui correspond donc à une récidive précoce loco-régionale. Alors, deuxième question. Alors, concernant le traitement par radiofréquence du CHC sur cirrhose, à votre avis, quelles sont les propositions qui sont exactes? Alors, première proposition, finalement, le niveau de preuve de la radiofréquence est faible dans le traitement du CHC. Qui est d'accord avec ça? Personne. Deuxième proposition, le traitement par radiofréquence est un traitement palliatif du CHC. Personne. La radiofréquence a un meilleur coût-efficacité que la chirurgie pour le traitement du carcinome hépatocellulaire unique de petite taille, de moins de 2 cm. D'accord. La taille du nodule est sûrement un critère majeur dans la prédiction du risque de récidive. Parfait. La taille optimale de la nécrose post-RF est plus grande que celle de la lésion initiale, ou doit être plus grande, on est d'accord. Donc voilà, les trois réponses sont les trois dernières. Et donc, on va un petit peu détailler tous ces éléments. Alors, clairement, la radiofréquence est reconnue maintenant depuis pas mal d'années comme une option de traitement curatif. Vous voyez, 2005 pour l'HAS, et vous avez les recommandations européennes avec un niveau de preuve qui est à la fois élevé et un niveau de recommandation qui est bien entendu aussi élevé. Quand on regarde les éléments factuels de comparaison entre la radiofréquence et la chirurgie, on est un peu plus embêté. Donc, si on prend cette méta-analyse de 2014, finalement, on s'aperçoit que la comparaison head-to-head de la chirurgie de la radiofréquence va plutôt dans le sens de la chirurgie en termes de survie globale et de survie sans récidive. Ça, c'est très clair. Par contre, on sait tous que les suites post-opératoires sont plus compliquées que les suites post-radiofréquence, avec cette fois-ci une analyse statistique qui va dans le sens de la radiofréquence. Alors, le problème de cette méta-analyse, c'est que les essais qui ont été intégrés étaient essentiellement des essais asiatiques avec des patients qui avaient une hépatopathie virale B, donc avec des récidives qui peuvent être dues aussi à la maladie virale. Et on n'avait pas d'analyse en sous-groupe, notamment sur la taille et le nombre des lésions. Quand on regarde les données de registre ou les données dans des cohortes, un peu plus dans la vraie vie, on va dire, finalement, qu'on soit à la fois en Europe, alors là, vous avez la cohorte italienne à plus de 500 patients, ou alors en Asie, vous avez une cohorte japonaise à plus de 2000 patients avec des petites tumeurs, moins de 2 cm, moins de 3 cm, chez des patients qui ont une bonne fonction hépatique. Finalement, on s'aperçoit, ce n'est pas une étude randomisée, mais que les résultats de la résection et de la radiofréquence semblent tout à fait comparables. Alors on peut discuter un petit peu dans l'étude japonaise un écart dans la survie, mais vous voyez, c'est des écarts qui surviennent après 3-4 ans, donc on peut penser que plus qu'une récidive du carcinome hépatocellulaire initial, c'est surtout la survenue d'une autre tumeur de novo qui explique ces chiffres. Alors dans ce contexte, la taille de la tumeur est clairement un élément majeur, parce qu'on sait tous que l'analyse anatopathologique d'un carcinome hépatocellulaire va nous montrer soit des tumeurs sans critères péjoratifs histopathologiques, à savoir les micrométastases, les micro-envahissements vasculaires, qui sont justement non accessibles au bilan préthérapeutique radiologique. Et on voit très bien qu'une destruction qui est représentée là par les pointillés, finalement, si cette destruction par radiofréquence ou une autre technique de radioablation ne prend pas en compte cette maladie microscopique, on va avoir des taux de récurrence plus importants pour la radiofréquence par rapport à la résection. Et c'est ça qui explique la différence dans les études avec des taux de récidive beaucoup plus importants dans le bras radiofréquence par rapport à la chirurgie. Tout ça, ça a déjà été décrit depuis de nombreuses années. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans par Sasaki. Et cette étude qui était vraiment très très bien faite s'est intéressée justement à quelle était la taille optimale du traitement par destruction percutanée. Vous voyez que rapidement, à partir de 2,5 cm, le nombre de micrométastases à distance va faire qu'une destruction percutanée ne pourra pas régler tous les problèmes. Et finalement, si on intègre à la fois la taille de la tumeur, mais une marge de destruction autour de la tumeur qui soit suffisante, probablement que la taille optimale ne doit pas dépasser 2 cm, voire 2,5 cm pour ces patients-là. Au final, si on prend une autre méta-analyse, qui cette fois-ci n'est pas d'origine asiatique, mais d'origine européenne, donc avec l'équipe de Bologne, qui cette fois-ci détaille à la fois
les caractéristiques du CHC et les résultats de la radiofréquence versus la chirurgie, on peut voir que les recommandations sont plus modérées et finalement, pour des tumeurs qui sont de petite taille, on s'aperçoit que les résultats de la radiofréquence et de la résection hépatique sont probablement équivalents avec un bénéfice en termes de tolérance pour la radiofréquence. Pareil si on a plusieurs nodules. Et finalement, la résection hépatique reste le traitement de choix plutôt sur des nodules uniques qui sont de taille un peu plus grande, entre 3 et 5 cm. Bien entendu, là on parle de pas mal de patients, mais sur ces 17 études, seuls 2 étaient des essais randomisés et contrôlés. Donc on manque quand même de données factuelles dans ce contexte-là. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce que l'on dit pour la radiofréquence est aussi vrai pour la chirurgie. C'est-à-dire que si on regarde ce papier qui est paru donc, cette année dans J-Hepatol et qui reflète donc l'expérience japonaise, en fait, on a vu évoluer la chirurgie vers une chirurgie d'économie du parenchyme hépatique. Et finalement, on peut avoir les mêmes remarques sur la diffusion métastatique de la maladie. Finalement, si l'on compare les résections anatomiques versus les résections non anatomiques, de type wedge résection, comme on peut faire dans des métastasectomies, notamment d'un cancer colorectal, on s'aperçoit que le taux de récidive locale va être plus important et que ça peut aussi impacter sur la survie de ces patients. Alors, d'un point de vue du traitement radiologique, on pourrait quand même avoir des données précoces, de savoir si le traitement qui vient d'être appliqué aux patients a été fait dans de bonnes conditions, avec des critères respectés d'efficacité. Et donc là aussi, un papier d'une équipe japonaise qui s'intéresse à une IRM précoce. Et vous voyez, en fait, finalement, on pourrait peut-être estimer en post-opératoire une marge circonférentielle, un peu comme on a aussi des marges dans le cancer du rectum à l'IRM. Et vous voyez, on a un cas qui est positif, avec une marge qui semble suffisante de la destruction par radiofréquence. Là, très clairement, on peut se dire que la tumeur qui a été traitée est en marge de destruction et qu'on risque d'avoir un risque de récidive loco-régionale important. Là, très clairement, c'est un échec de la balistique et ce traitement-là n'est probablement pas efficace et ce patient va récidiver. Bien entendu, comme ça peut être le cas en imagerie, on peut aussi avoir des cas difficiles pour lesquels l'interprétation ne sera pas évidente. Alors au final, ce patient, donc en janvier 2015, du fait de cette récidive, et vu ses comorbidités, a été repris par un traitement, cette fois-ci toujours de radiofréquence, mais une radiofréquence multipolaire. Et vous voyez donc qu'il a eu une deuxième destruction percutanée, avec cette fois-ci une zone de destruction qui est beaucoup plus large, et des marges qui sont, à mon avis, beaucoup plus satisfaisantes. Et sur le dernier contrôle qui a été effectué avant l'été de cette année, en juin 2016, le patient n'avait pas de récidive. Depuis cette date aussi, le patient a été traité pour son hépatite C et il est actuellement en réponse virale soutenue. Alors, dernière question. De manière plus générale, concernant le traitement par radiofréquence du CHC sur cirrhose, quelles sont les propositions exactes? Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu tarabiscoté, les formulations, mais une acide même de faible abondance est une contre-indication à l'ARF. Qui est d'accord avec ça? Donc, il y a des gens qui sont d'accord. Une lésion du dôme hépatique difficilement visible en échographie peut être accessible à un traitement par ARF. Qui est d'accord avec ça? Peu de monde. Une lésion sous-capsulaire ou proche d'un organe digestif est une contre-indication à l'ARF. Donc certaines personnes le considèrent comme une contre-indication. Une lésion proche d'un vaisseau est une contre-indication à la radiofréquence. Non. En cas d'anastomose biliodigestive, le risque de complications infectieuses est plus élevé. D'accord. Donc voilà, donc les deux qui étaient considérés, enfin que je considérais comme exacts pour cette question, et on va détailler un petit peu tout ça. Alors concrètement, les contre-indications de la radiofréquence, si on accepte les troubles de la coagulation qui sont les contre-indications classiques mais sur lesquelles on peut intervenir, finalement on s'aperçoit qu'en 2015-2016, les seules contre-indications qui tiennent encore vraiment, ce sont la proximité des canaux biliaires, et notamment les tumeurs qui sont proches du hile, l'antécédent d'une anastomose biliodigestive qui va faire reculer beaucoup d'équipes radiologiques avec un risque de complications de surinfection de la nécrose qui est important. Les contre-indications cardiologiques de stimulateurs implantables, on peut avoir des équipes de cardiologues qui vont manager ça, on peut avoir aussi d'autres techniques de thermoablation qui peuvent
contrecarrer cette contre-indication-là. Finalement, le fait que la lésion soit sous-capsulaire, le fait qu'elle soit à proximité du diaphragme ou d'un organe potentiellement sensible, sont maintenant considérés par beaucoup d'équipes de radiologie comme des contre-indications du passé. Et alors ça, ce sont des données un petit peu vieilles, hein, vous voyez, qui ont plus de 10 ans, mais finalement, la radiofréquence, même avec ces nouvelles indications, reste un geste qui est bien maîtrisé, tant en morbidité qu'en mortalité. Et finalement, ce qui va rester, c'est vraiment les problèmes des anastomoses biliodigestive, de la proximité de la convergence. Le reste est maintenant bien contrôlé, notamment même le risque de sémage avec des possibilités de coagulation du trajet. Alors si on regarde un petit peu ces différentes options, on s'aperçoit que finalement, traiter une lésion sous-capsulaire maintenant peut être tout à fait accessible à un traitement par thermoablation. Donc là, vous avez le cas de ce patient avec une lésion sous-capsulaire. Donc cette technique, en fait, qui est dit une technique no touch, en fait, va permettre de traiter cette lésion sans risque d'essaimage, avec, là c'est une technique par micro-ondes, un résultat qui est tout à fait satisfaisant sur la destruction de la lésion tumorale. Pareil, donc vous voyez, on peut aussi avoir accès chez ces patients-là à des tumeurs qui sont mal localisées ou au contact de certains organes sensibles. Alors ça peut être l'estomac, ça peut être le côlon, et c'est vrai que ces traitements peuvent être réalisés sous scanner avec des artifices qui sont soit des injections de gaz, soit des injections d'eau, et avoir finalement un résultat de destruction percutanée qui est tout à fait satisfaisant. Les vaisseaux, donc là aussi, les radiologues peuvent faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Et donc là, si on regarde cette lésion qui est assez mal placée avec le contact au niveau des veines sus-hépatiques, on peut avoir dans une salle multimodale, mais ça on va en reparler, des traitements combinés à la fois de destruction percutanée, mais aussi d'occlusion du vaisseau. Et vous voyez qu'on peut faire une occlusion temporaire avec, sur le Doppler, vraiment l'absence de flux qui va à terme poser le problème peut-être du refroidissement et d'un échec de la technique. Alors, quelque chose qui nous posait régulièrement problème dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, notamment chez les patients qui étaient à risque d'opération ou non opérables, c'était justement les lésions du dôme hépatique. Alors là, c'est l'exemple d'un homme de 47 ans qui a une petite lésion du dôme hépatique qui, en plus d'être mal située, n'est pas facile à voir. Et donc, vous voyez en fait que les radiologues, toujours par différentes techniques et différents artifices, avec un tatouage lipiodolé, peuvent arriver à mieux assurer leur balistique. Et puis, pour ces lésions et sous scanner, pas sous échographie, les radiologues sont capables en fait de faire une ponction avec la création d'un pneumothorax, et puis ensuite de pouvoir aborder directement par voie transthoracique ces lésions qui ont été repérées sous scanner et traiter ces lésions de manière correcte sans avoir recours à une prise en charge chirurgicale. Alors tout ça, bien entendu, ça nécessite des radiologues motivés, un travail en équipe, beaucoup de concertation entre les radiologues, les médecins et les chirurgiens, et puis surtout un plateau technique qui est dédié à ce type de traitement, et ce n'est réalisable que parce que on va avoir à disposition une salle hybride avec, vous voyez, donc ici vous avez Boris et Elisabeth qui sont deux des radiologues de l'équipe. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Boris Guilhu à Montpellier, une des premières choses qui a été faite, ça a été de vraiment avoir des vacations dans la salle de scanner avec donc le scanner, l'échographie, des écrans ergonomiques, et donc pouvoir aborder ces patients-là de différentes façons pour pouvoir avoir un traitement qui soit tout à fait optimal. Et je remercie Boris pour ces diapos, c'est peut-être le seul lien d'intérêt que j'ai. Alors, des choses qui sont importantes dans les traitements curatifs du carcinome hépatocellulaire qui n'est pas un traitement par résection chirurgicale. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas radiologue et le temps nous est compté. Mais quelques messages importants. Donc, l'essentiel des publications porte sur la radiofréquence. Maintenant, il faut bien voir que d'autres techniques sont en cours d'utilisation et en cours de développement. La plus connue est probablement le micro-ondes. Alors, le micro-ondes par rapport à la radiofréquence peut avoir des avantages.
Alors vous savez, on n'a pas le problème avec, ou du moins on a moins le problème de conduction de la chaleur avec le micro-ondes par rapport à la radiofréquence. Et donc du coup, on pourrait potentiellement mieux traiter ces lésions, traiter des lésions de plus grande taille, encore que c'est discutable. Hein. Quand on discute avec les radiologues, on a aussi l'alternative de la radiofréquence multipolaire. On pourrait aussi peut-être être moins gêné par le problème du contact vasculaire. Il y a aussi le problème du pacemaker, mais ça, c'est quelque chose de plus anecdotique. Ce qui est important, c'est que c'est quand même une technique qui est plus coûteuse, qui est en cours de test et de validation. Ce qui est plus important pour les radiologues, et tout à l'heure je vous ai dit, voilà, on a des salles multimodales, ce sont des gestes qui sont faits sous échographie, sous scanner, sous anesthésie. C'est aussi que c'est une technique qui est nettement plus rapide que la radiofréquence et qui permet, alors ça c'est pas un exemple de CHC, mais c'est un exemple d'une patiente qui a une tumeur endocrine qui était une patiente avec un syndrome Zollinger-Ellison et des métastases hépatiques droites qui auraient nécessité une hépatectomie droite avec un petit foie gauche. Et en fait, la raison de l'hépatectomie droite était surtout cette petite lésion mal passée, puis elle avait d'autres lésions qui ont été traitées par wedge résection. Et vous voyez, en fait, c'est vrai que ce traitement par micro-ondes, en fait, va permettre de faire certes un traitement plus rapide, efficace, mais surtout va permettre aux radiologues de faire un contrôle en temps réel de la zone de destruction et notamment par rapport au rapport vasculaire. Donc chez cette patiente qui a été traitée par radiofréquence il y a maintenant 2 ans, il n'y a toujours pas eu de récidive à ce niveau-là. Alors les autres techniques qui sont en cours de développement, mais qui restent quand même très novatrices et non validées pour le moment, c'est l'électroporation irréversible. Alors là, ce n'est pas une technique de thermoablation, hein, c'est un effet thermique avec des différences de potentiel en intra- et extracellulaire. Là aussi, c'est une technique rapide. C'est une technique qui permet de s'affranchir du problème des contacts des vaisseaux, mais pour le moment, c'est vraiment encore expérimental et dans le cadre d'essai. Une technique qui semble très intéressante aussi, c'est la cryoablation, donc, où là, on ne va pas détruire par hyperthermie, mais plutôt par le froid, avec l'injection de gaz, et donc c'est la dilatation des gaz qui va faire ce froid jusqu'à moins 40 degrés. Là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut suivre la destruction en temps réel. Le problème, c'est que c'est toujours en cours d'évaluation et de mise en place, et puis aussi c'est le coût, hein, très clairement, de ces nouvelles techniques. Donc probablement que si ces techniques arrivent, que ce soit en pathologie hépatique ou pathologie pulmonaire, probablement qu'on aura là aussi un plateau commun qui sera mutualisé par plusieurs équipes de radiologie. Alors une chose dont je voulais vous parler, finalement vous avez vu que ce qui était important c'était la taille de la tumeur et l'existence ou non de micrométastases ou d'envahissement vasculaire microscopique, chose qu'on n'arrive pas à déterminer de manière radiologique en préopératoire, mais qu'on sait très corrélée à la taille de la tumeur. Donc ça, c'est un essai qui a été communiqué, alors ça a été communiqué à l'ILCA et au Congrès Asie-Pacifique. Donc c'est un produit qui essaye justement d'augmenter l'efficacité de la radiofréquence. Donc c'est une doxorubicine en fait qui est thermosensible, qui est injectée avant le traitement de radiofréquence, et le principe étant que la tumeur visible va être traitée par radiofréquence de manière conventionnelle, mais si l'on traite ces patients par radiofréquence suffisamment longtemps, on va avoir une convection thermique autour de la tumeur qui ne sera pas létale pour la maladie, mais qui va activer justement la chimiothérapie de type doxorubicine, et c'est ce que l'on voit en fait sur ces modèles précliniques. Et donc dans l'analyse en sous-groupe, qui était quand même une analyse à sous-groupe chez plus de 285 patients, on avait, semble-t-il, une tendance à une meilleure survie chez ces patients-là sans récidive suite à une radiofréquence par rapport à un placebo. Alors c'est vrai que cet essai, au départ, l'essai HIT, avait un biais dans la conception, et actuellement, donc, la société qui développe ce produit est en cours de réalisation d'un deuxième essai qui s'appelle Optima, où cette fois-ci, le temps de radiofréquence et les modalités de la radiofréquence vont vraiment être standardisées pour pouvoir répondre à cette question de combiner un traitement de radiofréquence avec un traitement adjuvant pour traiter ce problème des micrométastases et des invasions vasculaires. Donc au final, et pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit, très clairement, on a les deux situations, donc qui est vraiment le stade très précoce,
du carcinome hépatocellulaire. Dans ce cadre-là, donc une seule tumeur de moins de 2 cm, finalement, trancher entre chirurgie et radiofréquence est assez difficile. Probablement que les deux techniques sont complémentaires, plus que compétitives, et finalement, c'est plus des caractéristiques autres, la localisation, l'hépatopathie sous-jacente, qui vont permettre de faire le choix. Si on se met dans le cadre du stade précoce, donc c'est-à-dire soit des tumeurs un peu plus grosses ou alors 1 à 2 tumeurs, finalement, la chirurgie va être discutée en premier et le traitement par thermoablation va être plutôt requis pour les patients qui ne sont pas optimaux pour la chirurgie. Et dans ces indications-là, très clairement, les nouvelles techniques, notamment les micro-ondes, nécessitent des évaluations et des essais. Très clairement, le problème des thermoablations, c'est la récidive locale, avec un risque élevé. La récidive de novo, ça c'est un autre problème, c'est plutôt le traitement de l'hépatopathie sous-jacente et notamment le traitement des hépatopathies virales. Maintenant, c'est bien démontré dans plusieurs essais. Et donc c'est vrai, pour ce problème de récidive tumorale, il faut vraiment avoir un bon contrôle de la zone de destruction. Et il faut vraiment que l'on aille vers des traitements combinés, peut-être vers des traitements adjuvants, mais en sachant que pour le moment, on n'a pas de traitement validé. Et là aussi, il y a la place pour l'évaluation et de futurs essais. Alors, vous connaissez tous, en fait, ça c'est le petit tableau qu'on retrouve dans le TNCD, qui nous aide bien pendant les RCP, qui nous évite des fois des discussions un peu longues entre radiologues et chirurgiens. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'avoir une vraie discussion chirurgicale, hépatologique et radiologique avec le maximum de possibilités à offrir à nos patients. Et donc, pour conclure là-dessus, il ne faut pas voir, voilà, justement les différentes équipes comme indépendantes dans une RCP, mais très clairement, c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs années la radiologie interventionnelle qui repousse les limites et qui va être de plus en plus pertinente. Mais finalement, dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire, toutes les autres disciplines profitent aussi de ce mouvement, que ce soit la chirurgie, mais aussi d'autres techniques qui sont en train d'être testées, comme la radiothérapie ou des techniques de destruction par radioembolisation. Voilà, j'ai fini.